quand l'esprit appréhende différemment la douleur et qu'on regarde bien les sensations au niveau du corps, eh bien, on voit que ça change tout le temps. C'est pas la peine de s'exciter sur une sensation désagréable parce qu'elle va passer. Donc, il faut calmer l'esprit et observer et tout passe. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, soyez les bienvenus. Je suis très très content de vous retrouver et mon invité aujourd'hui est le professeur Thuan Tran. Bienvenue professeur. Bonjour et merci de votre invitation. Vous êtes pédiatre, vous êtes spécialiste des maladies inflammatoires et rhumatologiques de l'enfant. Vous êtes chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Vous êtes également professeur à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes où vous avez mis en place un diplôme universitaire de méditation et santé dont vous êtes actuellement le responsable. Vous êtes également enseignant d'aïkido. Et on vous surnomme le docteur Lève-toi et marche. Mais si vous êtes là, vous saviez pas ça ? Oh, vous savez beaucoup de choses. Oui, j'ai beaucoup enquêté ce week-end. Mais c'est vrai, c'est votre surnom. Oui. C'est votre surnom. Oui. Et vous publiez Meditamove, 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant aux éditions Thierry Soucard. Ce livre fait suite à un autre livre que vous aviez publié qui s'appelle Méditasoin, petite méditation pour grands mots de l'enfant. Quelle est votre météo intérieure aujourd'hui, professeur ? Aujourd'hui, la météo, elle est calme. Et quand je rentre dans ce studio avec l'énergie qu'il y a dedans, eh ben, je vois le soleil, malgré un temps un peu maussade à l'extérieur. Ouais. Ça, c'est une question que vous posez souvent aux enfants, de leur demander quelle est leur météo intérieure. Parce qu'actuellement, on voulait apprendre aux enfants de détecter les mouvements émotionnels à l'intérieur, mais les enfants, comme le néocortex, ça veut dire le cortex le plus évolué, n'est pas encore tout à fait fini chez l'enfant. C'est à cause de ça qu'ils ont du mal à mettre des mots sur les émotions. Ils sont agités par le cortex émotionnel et le cortex, on appelle ça le cortex primitif, réactionnel vis-à-vis des stimulations. Donc, pour leur faire comprendre leur mouvement intérieur, surtout les émotions, je leur montre juste la frise de la météo, le soleil voilé par quelques nuages, le soleil voilé par les nuages noirs et la pluie ou la tempête. Bien, alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin, il faut expliquer que dans le cadre de votre pratique, vous prescrivez des méditations aux enfants sur des ordonnances. Qu'est-ce que ça donne, une ordonnance sur laquelle vous prescrivez des méditations ? Alors, pendant la consultation, je leur apprends les exercices de méditation et puis je leur mets, par exemple, le soir, relaxation profonde pour dormir. Ça, c'est sur l'ordonnance. Sur l'ordonnance, relaxation profonde pour dormir. Après le déjeuner, faire un scanner corporel qui s'appelle Meditascan, qui dure 7 minutes. Et puis, quand agitation, soit Méditamarche, soit faire une série de Meditamove. Voilà. Et puis, s'ils se sentent une baisse de régime ou ils se sentent pas très confiants en eux, eh ben, je leur prescris le mercredi surtout un exercice qui s'appelle Méditamour, qui est l'exercice d'autocompassion où ils peuvent reprendre de l'assurance en eux-mêmes. Ça vous est venu comment cette idée de prescrire de la méditation aux enfants ? Alors, si vous voulez, je médite depuis toujours, depuis 30 ans que je médite, et j'ai jamais pensé qu'un jour j'utiliserais en médecine. Et avant, je pratiquais je consultais à l'hôpital Bicêtre, ici, au centre de référence des maladies rhumatologiques de l'enfant, et on m'a demandé de m'occuper des douleurs inexpliquées de l'enfant. Ça veut dire des douleurs rhumatologiques, mais une fois qu'on a fait le bilan, on n'a rien trouvé comme maladie organique. Donc, c'est possible que ce soit psychosomatique. Et on essaye des techniques de psychothérapie, on essaye plein de médicaments, rien ne marchait. Et en entendant les enfants décrire leurs symptômes, je me dis, mais tout ça, j'ai déjà expérimenté dans des méditations avec des assises très longues. Si on s'assoit 10 heures par jour, eh ben, on a très mal au derrière.
Et ce moment-là, si on ne bouge pas, eh ben, on fait face aux douleurs et on regarde comment la douleur elle change avec le temps et comment notre esprit il appréhende la douleur. Et quand l'esprit appréhende différemment et qu'on regarde bien les sensations au niveau du corps, eh bien, on voit que ça change tout le temps. Et donc, c'est pas la peine de s'exciter sur une sensation désagréable parce qu'en tout cas, elle va passer. Donc, il faut calmer l'esprit et observer, et tout passe. Et donc, j'ai commencé à apprendre ces techniques-là aux enfants. Et très rapidement, les enfants... Quand vous parlez de techniques, ce sont des techniques de méditation. Ouais. Exactement, ça veut dire calmer l'esprit par la respiration consciente. Et puis, avec cet esprit au calme, on regarde les sensations. Et si les sensations, on va voir que les sensations, ils changent tout le temps. Et c'est pas la peine de s'énerver parce que ça va... aucune sensation n'est permanente. Donc, si on ne s'excite pas dessus, si on ne rajoute pas de la souffrance sur la douleur, eh ben, elle va finir par passer. Et comme ça, les souffrances, les douleurs chroniques, ils arrivent à gérer et petit à petit, ça ne les embête plus. C'est-à-dire que ce que vous apprenez aux enfants, c'est à faire face à la douleur, en fait. Oui. En gros, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que vous court-circuitez l'esprit et vous faites une forme de diversion? Non, parce que la diversion, c'est l'hypnose. La diversion, c'est quand vous avez une réalité que vous ne pouvez pas supporter. Par exemple, vous avez mal, vous ne pouvez pas le supporter. Eh bien, ce moment-là, je vous transporte dans un contexte beaucoup plus sympa. Par exemple, d'être en vacances, être sur une île déserte ou se baigner dans la mer bleue. Eh bien, c'est vous qui choisissez. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes dans un autre contexte agréable pour vous, en imagination. Et ce moment-là, vous oubliez la réalité qui est la douleur actuelle. Et ça atténue la douleur. Mais quand vous revenez vers la réalité, la douleur, elle peut être là et votre réaction peut être toujours aussi importante. Tandis que, mais c'est important l'hypnose parce que au début, l'hypnose, ça marche tout de suite. Et ça donne confiance à l'enfant. Pour que l'enfant ait confiance en vous, qu'avec cette technique... Oui, c'est ça. Il vous teste, en fait, l'enfant. Voilà. Et avec l'hypnose et auto-hypnose, l'enfant, il arrive à gérer les douleurs. Mais la réalité, il revient tout le temps, parce qu'il y a toujours des sensations désagréables. Et c'est là que vous faites la méditation. La méditation, c'est la pleine conscience de ce qui se passe dans notre corps et calmer l'esprit pour les accepter, telle que la réalité, telle qu'elle est. Certains qui vous écoutent aujourd'hui se disent mais c'est génial parce que finalement quand vous parlez de douleurs dont on ne comprend pas toujours l'origine et qu'on n'explique pas comme sur des pathologies comme la fibromyalgie par exemple, est-ce que votre type de thérapie fonctionne sur la fibro? Bien sûr, elle marche très bien sur la fibromyalgie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la fibromyalgie? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? Avant, la fibromyalgie, on dit que c'est une maladie psychologique. Et puis l'association des patients qui ont la fibromyalgie se sont battus pour que ce soit classé dans les maladies organiques. Mais il y en a plein de théories. On a cherché depuis la perception de la douleur au niveau de la peau jusqu'au cerveau et le circuit inverse. Et les études, il y en a qui disent A et l'autre qui disent B, et ainsi de suite. Par contre, il y en a un point commun à toutes les études, et que toutes les études sont d'accord. C'est que dans la fibromyalgie, il y a une hypersensibilité des points d'insertion des muscles sur le squelette. Et ce sont des points fibromyalgiques. Et le diagnostic de la fibromyalgie... Alors, c'est quoi les points? Parce que... Les points fibromyalgiques, ça veut dire les points le long de la colonne vertébrale et certaines articulations. Et quand on appuie dessus, les patients disent que ça fait mal. Et pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, depuis la naissance, une hypersensibilité à ces points d'appui-là. Par exemple, si maintenant je vous pince quelque part sur une articulation... Tiens, je vous conseille, tiens. Voilà. Pincez-moi, tiens. Sur 1,5 cm, 1 centimètre carré, je dois imprimer à peu près 7 kilos pour que vous commencez à dire « j'ai mal ». Pour quelqu'un qui a la fibromyalgie, vous appuyez une force de 4 kilos
et la personne commence à sentir de la douleur. Parce qu'elle perçoit beaucoup plus la douleur. Elle est plus sensible, en fait, à la douleur. Exactement. Donc, c'est à cause de ces points dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, c'est le diagnostic et se base sur les points fibromyalgiques. Oui. Et puis, pourquoi tout d'un coup, ça devient une maladie? C'est que c'est la souffrance. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez mal au genou, mais vous gagnez 1 million au loto. Votre épouse vous dit... tu es l'époux le plus merveilleux au monde et vos enfants réussissent bien dans leur parcours. Eh bien, votre douleur, vous le supportez. Elle est moins importante que si la même sensation physique est que vous êtes fauché, vous perdez votre emploi, vos enfants fuguent et votre dame vous demande le divorce. Donc, si vous voulez, la composante, ça c'est une caricature. Non, mais ça parle à tout le monde. Voilà, mais ça veut dire que la partie de la souffrance psychologique qui rajoute sur l'appréhension de la sensation physique, c'est là qui occupe 50% de la douleur, en gros. Donc, pour traiter... Donc, souvent, dans la vie de quelqu'un qui a une fibromyalgie, il y a un événement perturbant. Un événement traumatique qui fait que tout d'un coup, ça bascule. Ça bascule vers on n'accepte plus ces sensations désagréables. Et quand on n'accepte plus, qu'est-ce qui se passe? On focalise l'attention dessus et la zone de perception de la douleur, elle augmente. À l'IRM fonctionnel, on voit ça. Et cette zone-là, elle va finir par... On la voit. On la voit. Oui. On la voit sur l'IRM fonctionnel. Dès qu'il y a une sensation désagréable qui arrive, eh ben, la zone de perception, elle est déjà activée. Le professeur, alors on va marquer une pause, parce que c'est passionnant ce que vous racontez, et surtout sur cette pathologie que tout le monde nie. Enfin, que beaucoup nient encore. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des pouvoirs incroyables de la méditation. Tout le monde parle de la méditation en pleine conscience. Donc maintenant il faut méditer, c'est à la mode, mais ça fonctionne. J'ai invité ce matin le professeur Thuan Tran. Je rappelle, professeur, que vous êtes pédiatre, que vous êtes vous-même spécialiste des maladies inflammatoires et rhumatologiques de l'enfant, et que vous êtes chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes, et que vous publiez Méditamove, 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant, aux éditions Thierry Soucard. Comment est-ce qu'on fait méditer des enfants qui, par définition, ne sont pas toujours calmes et qui sont toujours en mouvement? Oui, justement. Parce que dans mon premier livre, Méditation, j'ai expliqué, et avec des méditations assises, couchées ou marchées, donc très calmes. Mais je me suis aperçu que certains enfants, ils sont incapables de le faire. Surtout les enfants qui ont des troubles de l'attention, et des tics, des tacs, des tocs. Et bien à ce moment-là, il faut qu'ils bougent. Alors les tocs, on les connaît. Les tics, on voit ce que c'est. Les tacs, c'est moins connu. Oui, les tacs, c'est troubles d'acquisition de la coordination. Anciennement, on appelle ça une dysgraphie. Ça veut dire que... Les dyspraxiques aussi. Oui, c'est tous des gestes fins. Ils n'arrivent pas à faire les gestes fins. Et donc, du coup, l'effort leur demande beaucoup d'efforts et ils sont vite fatigués. Donc, tous ces enfants-là, il faut qu'ils bougent. Eh bien, mais comment bouger? C'est les fameux enfants hyperactifs, c'est ça? Oui, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais s'ils bougent de façon inappropriée, ils vont se fatiguer et ils peuvent aussi perturber la classe, perturber les autres. Alors, dans Méditamove, je propose une façon de bouger. Cette façon de bouger, ça ramène la paix en soi en harmonisant le chi, l'énergie vitale de l'enfant. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que je suis prof d'aïkido. C'est pour ça que j'ai dit ça, que vous étiez prof d'aïkido. On en arrive au chi, mais le chi, vous le pratiquez depuis des années. Et voilà, c'est ça. Et encore une fois, dans mes loisirs, je me dis, mais pourquoi ne pas leur donner des mouvements qui régulent le chi, que je connaissais très bien, et pour harmoniser. Donc, j'ai commencé à leur apprendre des mouvements du Qigong. Le Qigong, ce sont les mouvements qui sont utilisés dans l'aïkido pour s'échauffer. Mais en fait, ces mouvements-là ont été inventés par Bodhidharma, qui est le fondateur du Zen.
Hein. Et puis actuellement, c'était utilisé à Shaolin pour le kung-fu, pour l'échauffement. Donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas utiliser des mouvements qui sont appropriés et qui régulent en même temps l'énergie vitale. Et en fait, les enfants, ils coulent dedans très facilement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis c'est bon pour les enfants et c'est bon pour les parents aussi. Exactement, parce que initialement c'est pour les adultes, mais je l'ai adapté aux enfants. Donc tout ce que j'ai mis dans les 2 livres là sont applicables pour les adultes. Bon, c'est l'adaptation. Là, il y a 10 méditations, enfin 2 échauffements et 8 méditations en gros, hein, pour créer. Le temps d'acquisition d'une méditation, pour nous donner un ordre d'idée. Alors, acquisition, c'est très rapide. Par exemple, je peux leur apprendre. Alors, pour Meditamove, pour les grands, je peux leur apprendre la série des 10, parce que normalement, il y a un dessin animé. Il y a un scan. Alors, dans le livre, voilà. C'est interactif. Hein. Vous scannez le dessin animé et vous avez le déroulé. Voilà. Et puis, vous imitez les personnages du dessin animé et vous faites. Ça dure 10 minutes. Donc, 1 minute par exercice. Et une fois qu'ils ont compris, après tous les jours, ils peuvent au début s'aider par le dessin animé, et puis après, ils le font selon le rythme et selon la météo intérieure. Ça veut dire que quand ils sont trop agités, ils peuvent faire plus vite parce que la respiration est plus rapide, et quand ils sont plus calmes, le rythme se ralentit. Et plus on ralentit le rythme de ces exercices, plus on est calme et plus on sent que l'énergie circule. C'est tabou, la maladie de l'enfant. Il vous arrive de traiter des enfants qui sont atteints de graves pathologies. Ça engendre un stress chez l'enfant. Oui. Les enfants aussi sont stressés. Et c'est ça aussi que vous apprenez aux enfants, c'est à vivre et à mieux appréhender leur maladie. Oui, tout à fait. Parce que la maladie, c'est une porte d'entrée, en fait. Parce que souvent, les enfants, ils me demandent, mais pourquoi je suis malade Ouais. Et c'est trop injuste. Je dis oui. Je ne sais pas pourquoi tu es malade. Il y en a plein de maladies qui peuvent être expliquées. Il y en a plein de maladies qu'on n'explique pas. Alors pourquoi tu es malade? Je ne peux pas te répondre. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu apprends les exercices, apprendre à gérer le stress, apprendre à voir les choses et de surfer sur les difficultés de ta maladie, petit à petit, tu apprends à surfer sur toutes les difficultés de la vie. Et la maladie qui t'est donnée très jeune, ça pourrait être, je mets entre guillemets, une chance pour toi. Parce qu'en tout cas, toute la vie, on doit faire face au stress, on doit faire face aux vicissitudes de la vie. Et plus jeune, plus tôt on apprend à les appréhender, plus tôt on apprécie la vie. C'est pas magique, la méditation, même si aujourd'hui on convoque la méditation à toutes les sauces. Vous expliquez que ça agit sur certaines zones du cerveau. Vous nous expliquez un petit peu? Oui. Alors, c'est pas magique. Pourquoi? Parce que ça demande de l'entraînement. C'est exactement comme si vous voulez courir le marathon. Il faut que vous fassiez les courses à pied tous les jours, jusqu'à ce que vous arrivez à courir le marathon. Donc, la méditation, c'est pareil. Alors, souvent, on dit, en Occident, on utilise la méditation, on met bien-être. Pourquoi? Parce que dans la méditation, il y en a 2 phases. La première phase... Il y a toujours 2 phases. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Voilà. Toujours 2 phases dans une méditation. C'est ça. La première phase, vous calmez l'esprit. Et ça, c'est très simple. Quand vous êtes agité, etc., vous revenez vers la respiration consciente. Inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Vous revenez vers la respiration. L'esprit il arrête de cogiter, de s'agiter. Et bien immédiatement, le corps se détend. Il faut lâcher prise quand même pour arriver là. C'est assez rapide. Que dès que vous revenez à 100% vers la respiration, immédiatement, le lâche-prise, il est là. Et forcément, c'est pratiquement à 100%, vous ressentez un bien-être immédiat. OK? Donc, cette première partie-là n'est que la préparation. Ce n'est pas un but en soi. Ça veut dire qu'une fois qu'on a le bien-être, le calme intérieur, on va regarder les souffrances, que ce soit physiques ou psychologiques et mentales. Et avec ça, on va faire le deal avec. Mais si souvent, au début, on dit c'est bien-être, ok, c'est bien-être parce qu'on fait la première phase. Au début, il faut qu'on s'entraîne à stabiliser l'esprit. Et une fois que l'esprit est stable,
Après, pour guérir vraiment, il faut avoir le courage de regarder sa souffrance. Mais ça, une fois que l'esprit... Il faut faire le voyage à l'intérieur de soi-même. Oui. Et remuer tout ce qu'il y a dedans. Et en tout cas, ça va remonter par couche, des souvenirs plus ou moins récents. Parce qu'en fait, notre esprit, pourquoi il est stressé? Parce que si vous restez 1 minute en silence, vous allez voir tout de suite, l'esprit, il va partir dans le futur. Et quand il part dans le futur, il appréhende le futur. Il dit qu'est-ce qui va arriver. Donc il y a une petite angoisse anticipatoire. Et puis, aussi il part dans le passé. Et quand il part dans le passé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui ne sont pas résolues. C'est pourquoi notre esprit, il oscille toujours entre le passé et le futur. Donc il est agité, il n'est jamais tranquille. Dans la méditation, quand vous revenez vers la respiration, vous ne pensez plus au futur, vous ne pensez plus au passé, et vous revenez vers l'instant présent. Et quand on est vers l'instant présent, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas... On est tranquille, là. Donc, on peut apprécier la vie qui est en nous. Voilà. Donc, c'est ça la technique pour se calmer. Et puis après, si on prolonge cette phase, à un moment donné, il y a le passé qui va remonter. Il y a le futur qui va arriver. Et à ce moment-là, comme on est calme, on peut gérer tout ça. Vous avez parlé de soigner tout à l'heure. Il faut expliquer que votre méthode, c'est une méthode non médicamenteuse qui vient en plus de traitement allopathique. Oui, tout à fait. On fait pas juste la méthode pour se soigner. Attention. Exactement. Mais ça permet de diminuer, voire arrêter le traitement. Par exemple, moi je suis choqué de voir que depuis le Covid, il y a une augmentation de 60% de prescription des psychotropes pour les enfants. Parce que les parents sont très très stressés avec le contexte actuel, que ce soit sociétal ou international, et avec le virus en plus. Donc les parents sont très stressés, et du coup ça rejaillit sur les enfants. Et les enfants ne dorment pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on doit un somnifère à l'enfant, soit si les enfants sont déprimés, on met un antidépresseur. Et puis les enfants qui sont très agités et qui n'arrivaient pas à se concentrer, qu'est-ce qu'on met? On met des psychostimulants. Et les psychostimulants là ont augmenté de 50% depuis le Covid. Alors, un enfant, pourquoi il ne dort pas? Il ne dort pas parce qu'il ressent du stress de l'environnement et il n'arrivait pas à lâcher. Ce moment-là, est-ce qu'il faut lui donner un somnifère? Non. On peut faire de la relaxation. La relaxation, l'enfant s'allonge, les parents peuvent s'allonger à côté. On met l'enregistrement, par exemple, dans méditation, on met l'enregistrement, on revient vers la respiration au niveau du ventre. Inspire, le ventre il monte, expire, le ventre il descend. Ainsi de suite. Et puis, on se concentre sur le cuir chevelu et on relâche. Et on descend au front, les yeux, le nez, etc. On descend jusqu'au doigt des pieds. Et tout ça, une fois qu'on a fait 2 tours, et le corps, il est complètement relâché. Alors, il y a la méditation et il y a la méditation en mouvement. Et on en parle ce matin avec mon invité, le professeur Tuan Tran, qui est pédiatre et qui est spécialiste des maladies inflammatoires et rhumatologiques de l'enfant. Je rappelle, professeur, que vous êtes chef de service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Nîmes et que vous publiez Meditamove. Ce sont 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant aux éditions Thierry Soucard. Est-ce que tout le monde peut méditer? Oui. Absolument. Même les enfants les plus déchaînés? Oui, même les plus déchaînés, même les enfants autistes, et même à partir de 4 ans, 3-4 ans, ils sont déjà capables. Quelles sont les pathologies sur lesquelles vos méditations ont le plus d'efficacité? Alors, les méditations ont le plus d'efficacité sur les enfants qui ont le plus bavé. Ça veut dire que les enfants, par exemple, les enfants qui ont des troubles de l'attention et qu'ils n'arrivaient pas, ils sont en échec scolaire et ils n'arrivaient pas. Et bien, quand vous donnez les moyens, par exemple, tout simplement de revenir vers la respiration consciente pour se concentrer et faire un calcul mental,
quand ils bloquent, ils reviennent vers la respiration. Quelques mots, trois respirations. Ils se recentrent et ils arrivent à répondre. Et bien pour eux, ils ont compris tout de suite que ça, c'est méthode pour eux. C'est un outil qui peut les sauver. Alors là, ils sautent dessus et ils le pratiquent régulièrement. Par exemple, les enfants qui ont des TDAH, troubles de l'attention avec hyperactivité, alors là, ils prennent comme des bouées de sauvetage, donc ils pratiquent régulièrement. Pareil pour les enfants qui sont en échec scolaire, Médite Amour, qui est l'autocompassion. Eh ben, moi j'ai une fille qui a très peu d'estime d'elle-même, et elle a retrouvé son estime en écoutant en boucle. Et le soir, quand elle n'arrivait pas à dormir, elle écoute en boucle, elle pratique en boucle, et elle a retrouvé la confiance en soi. Donc l'efficacité est proportionnelle à la détresse de l'enfant. Le but, c'est de rendre les enfants autonomes, hein, bien sûr, autonomes, suffisamment à l'aise avec l'outil pour qu'ils puissent l'appliquer au moment où ils en ont besoin, c'est ça? C'est ça. Et là, vous avez pris un exemple d'enfant qui souffre de TDAH, mais là, ça veut dire que l'enfant, il sait à ce moment-là qu'il a besoin de se recentrer sur lui-même, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça, l'apprentissage au début a besoin d'impliquer les parents. Parce que les parents vont faire en sorte que dans la journée, il y a des créneaux où l'enfant peut faire les méditations, il peut les accompagner. Hein. Par exemple, le soir, si l'enfant n'arrive pas à dormir, eh ben, ils mettent l'enregistrement, ils s'allongent à côté, ils font pour eux. Ils font C'est-à-dire qu'ils passent le film, en fait, c'est ça? Non, l'audio. Alors, l'audio, pour la relaxation, ils peuvent faire pour eux. Et l'enfant, en même temps, comme il a le parent qui accompagne, eh ben, il est motivé pour le faire. Pour Medita Move, les 10 exercices là, pour les enfants qui sont en colère, les enfants qui sont angoissés, des enfants qui ont mal le matin pour le dérouillage, les mamans qui ont des maladies rhumatologiques, au début, si les parents font avec les enfants, ils sont beaucoup plus motivés. Voire toute la famille, la famille pratique. Donc, au début, l'implication des parents sont très importantes pour que l'enfant ne soit pas seul. Et petit à petit, une fois que l'enfant il a compris, il connaît l'outil, il peut utiliser l'outil pour le faire tout seul. Comment ça fonctionne, par exemple, sur les enfants colériques? Les enfants qui enchaînent les colères, par exemple. Oui, alors souvent, les parents, ils viennent me voir parce qu'ils disent, mais c'est intenable, surtout quand on enlève le portable. Alors là, les enfants, ils deviennent un monstre, comme les parents, ils disent. Je lui dis, alors, il faut... Premièrement, quand vous voyez arriver la colère, il faut négocier. Négocier pour que la colère ne vienne pas. Et si la colère arrive, il y a des exercices, par exemple, que j'appelle le dragon crachant le feu du cœur. Ça, c'est le nom d'une de vos méditations. Voilà, voilà. C'est des mouvements de Qigong, hein, on inspire fortement, et quand on expire, on bascule la tête vers le genou d'un côté et de l'autre, et on vide complètement les poumons. Et ça permet de vider l'énergie trop plein au niveau du cœur. Parce que pour la médecine chinoise, la colère, c'est trop plein d'énergie au niveau du cœur. Et il y a aussi la peur. La peur ou l'angoisse, c'est l'énergie du rein. Hein. Donc, pour tonifier les reins, il y a le mouvement que j'appelle ça « laisser couler l'eau de la cascade », où l'enfant se penche en avant, saisir les doigts de pied, plier les genoux, puis étendre les genoux 10 fois de suite. Et là, ça tonifie les reins. Ou bien l'exercice bambou dans le vent, où on masse les régions lombaires pour tonifier l'énergie du rein, et puis faire basculer devant et derrière, qui permet de immédiatement faire passer l'angoisse et la peur. Ça marche très bien pour les phobies, hein, parce que j'ai des enfants qui sont autistes, hein, et qui ont des phobies. Et quand ils ont des phobies, quand par exemple ils ont peur j'ai mis une histoire dedans, j'ai un là qui a peur des guêpes. Et quand il fait des sorties écologiques avec la classe, il est terrifié. Et chaque fois, avec le dragon qui crache le feu et la cascade, eh ben, il arrive à suivre la troupe. Alors il y a d'autres, hein, il y a une méditation qui s'appelle « Chasser les derniers nuages par un vent fort ». Oui, alors si vous voulez, au début, pour revenir, on dit, une fois qu'ils ont vu la frise de météo, ils ont dit le soleil caché par les nuages. Ok, les nuages c'est des soucis.
Comment on fait pour chasser les nuages? On va souffler dessus. Ça permet à l'enfant de revenir vers la respiration consciente. Hein. Donc, inspire, on lève les bras devant soi. Expire, on abaisse lentement. Et après ça, après 8 mouvements, s'il en reste encore un peu de nuages, eh bien, on va faire un souffle fort. Ça veut dire, on inspire, on expire, glotte fermée, comme si on faisait des besoins. Hein. Donc, on expire, glotte fermée, on bloque la respiration pendant 5 secondes et on expire. Et ça, si vous voulez, ce mouvement-là mobilise le chi immédiatement et après ça, on sent chaud immédiatement. Et l'énergie remonte et tout d'un coup, on ressent de la solidité. Une autre méditation, bander son arc et viser l'aigle. Oui, donc bander son arc et viser l'aigle, c'est ouvrir le thorax dans le sens horizontal. Lentement, on fait comme si on bandait l'arc, on regarde d'un côté, et surtout les yeux écarquillés, et en débandant l'arc, on revient à la position initiale. Ce mouvement permet d'ouvrir le coche thoracique dans le centre horizontal, et c'est à faire après les 2 mouvements précédents, qui sont toucher le ciel et la terre en même temps. Et ça, c'est ouvrir les méridiens d'énergie dans le sens vertical. Une autre méditation s'appelle regarder en arrière pour chasser maladie, fatigue et blessures. Ah oui. Alors ça, c'est de la prévention, ça? Oui. Alors c'est quand même étonnant. Vous allez voir que ce mouvement-là, on a l'impression de ne rien faire parce que on inspire et quand on expire lentement, on regarde vers derrière soi. Mais en fait, si on regarde dans la médecine chinoise, les méridiens d'énergie, ils passent par le méridien principal qui est le long de la colonne vertébrale. Et en tournant la tête comme ça, en vrillant le corps, ça permet de faire répartir l'énergie sur tout le corps. Et dans la médecine chinoise, on dit que ce mouvement-là permet de prévenir la fatigue et les 7 mots. Et les mots-là que j'ai détaillés dans le livre, ce sont des émotions. Parce que pour la médecine chinoise, les émotions inappropriées créent des maladies. Et puis il y a une dernière, les griffes du tigre. Ah oui, alors, un enfant qui est en colère contre les parents, déjà, il crache le feu du dragon, et puis après, les griffes du tigre, il va donner des coups de poing vers l'avant. Et j'apprends aux parents, ce moment-là, comment absorber. Il donne les paumes de la main devant l'enfant, et l'enfant, il va taper dessus. Mais, souvent, quand il commence à taper dessus, les parents, ils disent « Aïe, ça fait mal ». Je dis non, pour absorber la colère de l'enfant, il faut être tranquille, être très relâché. Et donc, quand il tape, si vous êtes relâché, le choc, vous ne recevez pas de plein fouet. Ça ne fait que reculer la main. Et du coup, l'enfant, il va essayer de donner des coups de plus en plus forts, mais comme vous absorbez... Il n'y a pas de résistance, en fait. Il n'y a pas de résistance. Ça, c'est l'aïkido. Il n'y a pas de résistance. Donc, du coup, l'enfant, il va vider son énergie et les parents, ils ont absorbé toute la colère de l'enfant et leur donné que de l'énergie, de l'amour, hein, à la fin. Donc, ils sont calmés, mais les parents sont là et ils absorbent la colère de l'enfant. Vous avez un kit d'urgence SOS en cas de stress intense pour les enfants. Oui. Alors, SOS, c'est l'acronyme déjà de stop, on arrête. Quand on est en colère, quand on est fortement, on arrête. Hein? Et O, observer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en soi? Et S, qu'est-ce qui se passe dans les sensations du corps? Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent au niveau du corps? Pourquoi il faut regarder les sensations? Pourquoi? Parce que les sensations sont en permanence connectées avec notre inconscient. Je vous explique. Un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, surtout quand il est bébé, il ne pense pas. Il ne pense pas. Donc, il ne met pas les mots, il ne corticalise pas. Il ne fait que réagir vis-à-vis des sensations. Un enfant, il fait pipi dans sa couche, très, très désagréable, il pleure. Et si personne ne vient le secourir, il va intégrer qu'il ne peut rien attendre
de l'entourage. Donc, soit il déprime, il est pessimiste, soit il va se battre pour dire « je ne peux compter que sur moi-même ». Et ça, inconsciemment, il a déjà intégré ça. Il intègre ça, ouais. Et donc, l'intégration de l'inconscient, et ça passe par les sensations. Et toute notre vie, c'est ça. Et si on veut sortir des impasses émotionnelles et des souffrances qu'on a, il faut revenir vers les sensations. Et c'est en ça que la méditation peut nous sortir des impasses où nous, on est là depuis des années et on n'arrivait pas à s'en sortir. Bien. Alors, votre livre, professeur Tuan Tran, s'appelle Medita Move. Donc, c'est la méditation en mouvement. 10 méditations en mouvement pour apaiser les émotions de l'enfant. Inclus dans le livre, un QR code pour télécharger un tutos en dessin animé. Comme ça, que vous pourrez regarder avec vos enfants. Votre éditeur, c'est Thierry Soucard. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Je rappelle que les émissions de Beurre FM sont disponibles aujourd'hui sur toutes les plateformes de téléchargement. Et vous verrez la vidéo pour les mouvements sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, professeur. Merci beaucoup. Et très belle journée santé sur Beurre FM.